Je vous propose qu'on accueille justement deux acteurs du retail en France et qu'on continue à explorer ce sujet avec Nathalie Bala, qui est coprésidente de La Redoute, et Romain Roy, fondateur de Greenwiz. Bonjour Nathalie, vous êtes en duplex, en team duplex du coup depuis les locaux de La Redoute, je crois. Tout à fait, bonjour. On aurait aimé vous avoir avec nous, mais la SNCF en a décidé autrement. Romain Roy, bonjour également. Bonjour. Vous êtes du coup à Grenoble? Non, à Annecy. À Annecy, bon, voilà, c'est ma géographie approximative. Première chose peut-être, quel est votre premier rapport d'étonnement par rapport à cette étude que Jean-Marc Liduvena vient de restituer, par rapport aux commentaires qu'a pu nous partager Marc Lolivier? Nathalie? Alors, par rapport à ce qu'on vit à La Redoute et ce que les clients nous remontent, il n'y a pas de grande surprise. C'est plutôt des confirmations de ce qu'on entend de nos clients, avec vraiment une attention particulière sur l'origine des matières premières, les lieux de fabrication, la recyclabilité des produits. Donc vraiment beaucoup de confirmations par rapport à ce que les clients nous remontent. D'accord. Romain, vous aussi, c'est finalement l'assise de vos convictions? Oui, absolument. Je trouve juste, je ne veux pas me poser en défenseur de mes collègues et du e-commerce de manière générale, mais je trouve juste qu'on a l'impression un peu dans cette étude parfois que les e-commerçants subissent un peu cette dimension RSE. Or, pour en fréquenter un grand nombre, je peux vous dire que c'est aussi des convictions qui sont portées vraiment par les e-commerçants. Ce n'est pas simplement une réaction à un besoin du consommateur ou à une évolution sociétale, c'est aussi souvent des vraies convictions chez les entrepreneurs, chez les dirigeants du e-commerce. Et donc voilà, je pense que c'est important de le préciser parce que voilà, je pense que l'e-commerce aujourd'hui est vraiment moteur sur ces sujets-là. C'est la base d'ailleurs de votre offre. Vous, chez Greenwiz, c'est ce qui a motivé le lancement de votre plateforme. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot? Oui, enfin, l'idée c'était de rendre accessible au plus grand nombre en utilisant l'outil qu'est le e-commerce, les produits bio de façon générale, les produits bio dits spécialisés. Donc effectivement, enfin, c'est un projet d'entreprise qui est assis sur un socle éthique important autour de ces dimensions environnementales. Chez nous, ça fait partie effectivement de notre ADN, mais encore une fois, en élargissant le propos, chez beaucoup de mes confrères, que ce soit de manière sur cette thématique environnementale ou chez d'autres acteurs, et Nathalie, on a un très très bon représentant aujourd'hui sur des éléments aussi plus sociétaux. C'est vraiment des choses sur lesquelles le e-commerce aujourd'hui est assez en pointe. Nathalie, justement, la RSE pour La Redoute, c'est quoi? La RSE à La Redoute, c'est une stratégie qui est déjà en fait en place depuis plus de 10 ans, avec 4 piliers forts. Le premier étant vraiment d'être innovant sur toute la partie en fait environnement, avec justement la conception de collections responsables et l'objectif à 2022 d'avoir des collections responsables sur le prêt-à-porter et à 2025 sur la maison. Donc c'est l'éco-conception, les matières, les lieux de production, etc. Mais c'est aussi la volonté d'agir avec sincérité envers nos clients. En fait, on est depuis toujours très très proche de nos clients et donc la sincérité envers nos clients est hyper importante. Donc Marc en parlait, c'est tous les enjeux de traçabilité en fait de production, c'est tous les enjeux d'accès à notre site internet par des populations malentendantes, sourdes ou en situation de handicap, où on travaille notamment avec une start-up qui a été récompensée par la FEVA de l'année dernière, Facility. Mais c'est aussi notre implication dans le territoire, parce qu'on est une entreprise qui a des racines profondes dans le territoire du Nord, à Roubaix notamment. Et ça, pour nous, c'est super important, la solidarité par rapport à notre territoire et l'implication en fait de nos collaborateurs dans le territoire. Et après, il y a une dernière dimension qui est une dimension humaine. Nos collaborateurs, on veut que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des entrepreneurs responsables, et du coup, en fait, on les incite agir en faveur de l'environnement. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très complet. Et c'est comme Romain le disait, ça part d'une vraie conviction
que sans RSE et sans implication des sociétés dans ces thématiques-là, voilà, on aura un monde de demain qui ne sera pas agréable à vivre, et nous, on veut contribuer à un monde de demain beaucoup plus agréable à vivre. Vertueux. Vous listez un petit peu tout le champ des possibles finalement en matière de RSE avec ces différentes actions. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut choisir le chantier d'urgence à mener quand on est confronté à cette urgence de s'emparer de ce sujet de la RSE? Alors, nous, on a fixé 3 objectifs majeurs qui sont bien sûr des obligations en fait qui seront légales à demain. Et donc, c'est les collections responsables, comme je vous le disais, à 2022 pour le prêt-à-porter et à 2025 pour la maison. C'est les émissions de CO2. Donc, à 2030, on s'engage à avoir des émissions de CO2 à 0. Et c'est le plastique, l'usage du plastique, de ne plus avoir d'usage de plastique au sein de la Redoute. Donc, ils sont vraiment 3 engagements très forts qui nous permettent finalement de prioriser notre impact sur l'environnement. Par un rétro-planning finalement calendaire. Romain, voilà. De votre côté, comment est-ce que s'organisent un petit peu les prochains chantiers peut-être ou les chantiers actuels? Marc, tout à l'heure, parlait notamment de la distribution, de la logistique, du transport. J'imagine que c'est un vrai sujet pour vous. Oui, bien sûr, parce qu'au-delà en fait, de l'offre qu'on propose, hein, qui elle-même, encore une fois, porte en elle une dimension RSE, puisque favoriser la distribution de produits bio, c'est favoriser l'agriculture bio, et indirectement, c'est donc favoriser une meilleure exploitation de nos sols et donc un traitement plus responsable, on va dire, de notre planète. Et au-delà de ça, effectivement, il y a tout un chantier sur l'optimisation de notre activité, de l'impact de notre activité sur l'environnement. Donc ça passe, il y a différents chantiers à l'intérieur, un sous-chantier, on va dire. Il y a le transport qui a été évoqué tout à l'heure lors de l'étude. Je tiens d'ailleurs à dire, je ne veux pas me montrer trop critique par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, mais aussi sur le transport, on est aussi dépendant, nous, e-commerçants, de l'écosystème et de l'évolution de l'écosystème. Donc depuis très longtemps, on pousse les acteurs de l'écosystème à aller vers des solutions de transport plus responsables ou aller vers des démarches plus responsables. C'est en train de bouger énormément depuis quelques années, donc les choses commencent à se mettre en place. Donc il y a cette dimension transport, il y a évidemment une dimension logistique dans nos métiers. Hein. Donc la logistique, c'est comment est-ce qu'on achemine les produits dans nos entrepôts et également comment on les emballe, comment on les fait parvenir à nos clients. Donc là-dessus, c'est une préoccupation forte puisque évidemment dans notre modèle un peu de supermarché en ligne, on a des commandes avec un grand nombre d'articles qui sont très hétérogènes. On peut envoyer des bouteilles en verre avec des petits paquets très fragiles à côté. Donc, il y a toute une problématique de calage, d'emballage. Et donc, comment on fait pour optimiser ces emballages et ces calages par rapport à l'environnement? Et notamment, récemment, là, on vient de lancer une initiative puisque, après plusieurs trimestres de recherche, on a fini par trouver un système de calage absolument zéro plastique, totalement recyclé et recyclable et qui, en même temps, nous assure zéro casse. Donc, on est en train de généraliser dans tous nos colis, qui nous permet aujourd'hui vraiment d'être quasiment à une démarche de zéro plastique, ce qui, encore une fois, quand on envoie des produits extrêmement fragiles, n'est pas du tout évident. J'imagine. Comment est-ce que vos consommateurs, les consommateurs de la Redoute autant que ceux de GreenWiz, si on peut faire un parallèle, expriment le fait qu'ils soient concernés très concrètement par ces mesures, par cette urgence? Nathalie? Alors, il y a deux biais, c'est-à-dire en fait, nous régulièrement en fait, on questionne des panels en fait de consommateurs pour connaître leurs attentes. Et là, très clairement, les sujets de santé remontaient très fortement les années précédentes, donc ça reste une préoccupation. Donc voilà, tout ce qui est, je dirais, matière responsable, tout sur ce qui est près du corps ou en fait en ce qui concerne les bébés. Et maintenant, ce qui remonte très fortement en 2019 et encore plus en 2020, c'est vraiment la volonté de comprendre d'où viennent les produits, donc les enjeux de traçabilité. Et un deuxième point qui est remonté très très fort durant les dernières années et qui maintenant est quasiment en fait en tête des attentes des consommateurs, c'est la recyclabilité des produits. Donc on voit bien qu'il y a une prise de conscience de la part des consommateurs et qu'ils attendent de nous en tant que distributeurs qu'on leur propose des solutions et ils nous incitent à leur proposer des solutions. Et donc on le voit bien sûr aussi dans la part du chiffre d'affaires réalisé avec ces produits-là qui augmente année par année. On parle d'augmentation du chiffre d'affaires. Romain, à moins que vous ayez envie de rebondir directement sur cette question, mais j'imagine que votre chiffre d'affaires a profité, si on peut le dire ainsi, des mois passés. On commande de plus en plus en ligne, le bio est très demandé. Comment est-ce qu'a évolué la demande ?
Alors, juste un point, effectivement, je veux juste dire un mot aussi sur la partie client, parce que c'est également central dans notre approche. Donc, évidemment, chez nous, le client aussi est vraiment au centre de l'écosystème. On essaie de toujours raisonner par rapport à ses retours, mais on a un peu cette double dimension dans notre métier, puisque à la fois, on doit être à l'écoute du client, hein, de ses attentes, et en même temps, nous, sans aucune prétention, on s'est donné aussi un rôle un peu d'évangélisation, entre guillemets. Donc, on essaie aussi de produire beaucoup de contenu et de beaucoup éduquer les clients pour leur indiquer quels peuvent être des nouveaux moyens de consommer autrement, des nouvelles façons d'envisager un certain nombre de pans de leur consommation quotidienne pour le faire de façon plus responsable. Donc évidemment, ce dialogue permanent avec le client est capital. Sur la crise et sur l'impact de la crise, alors d'abord, je me permets de faire une petite parenthèse parce que je veux pas qu'on tombe dans la caricature trop facile le e-commerce a profité dans les grandes largeurs de la crise, etc. Ça a été une situation extrêmement complexe, extrêmement problématique pour une énorme partie des e-commerçants. Et donc, effectivement, j'avoue, étant dans le e-commerce alimentaire, je fais partie de cette petite partie du e-commerce qui a profité, entre guillemets, de cette crise, malheureusement, hein, que je regrette cette crise. Mais voilà, je veux juste pas qu'on généralise à tous les e-commerce parce que ça a été aussi très dur pour les e-commerçants. Et parfois, les gens ont tendance à faire l'amalgame. Donc, oui, effectivement, comme lors de toutes les crises de santé, on a vu une appétence pour les produits bio qui a augmenté. Hein, je pourrais citer plusieurs crises dans l'histoire où ce phénomène avait déjà été observé, que ce soit en Chine ou lors du SRAS en Asie. Enfin, c'est toujours des phénomènes, à chaque fois qu'il y a des problèmes de santé, les gens font le lien santé, mieux manger sain, etc. Et donc, forcément, il y a un plus grand attrait pour les produits bio. Après, l'enjeu, et tout l'enjeu est là, et c'est aussi l'enjeu par rapport à la RSE, et ça a été cité, je crois, tout à l'heure, c'est que cette crise sanitaire s'accompagne aussi d'une crise économique. Donc, il faut qu'on trouve les moyens, nous, en tant qu'e-commerçants, d'allier les deux, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour à la fois amener des produits de meilleure qualité à nos clients, tout en étant extrêmement performants économiquement pour leur amener ces produits de manière pas chère, de manière accessible, pour qu'ils puissent, ça soit compatible quand même avec une situation économique qui malheureusement ne va pas être excellente dans les prochaines semaines. Nathalie, quand on préparait cette intervention, vous aviez vous faisiez le même constat et vous mettiez dans la balance la fin du monde versus la fin du mois. C'est quelque chose que vous ressentez fortement? Oui, on le ressent fortement. Je pense qu'il y a une vraie aspiration, voilà, en particulier des jeunes, mais aussi, je dirais, de l'ensemble des Français à consommer de manière plus responsable. Et il y a en fait cette réalité de la fin de mois, c'est-à-dire en fait du salaire, du pouvoir d'achat, de la crainte de perdre son emploi. Donc je rejoins tout à fait Romain. Nous, en tant que distributeurs, comme marque, on doit être à même de proposer des solutions. Ce qui nous a amené à la Redoute à accélérer sur un projet qu'on avait dans les cartons là, courant mars, entre mars et mai, qui est de proposer à nos clients une solution de C2C, donc finalement de pouvoir revendre leurs produits sur notre site et racheter des produits en fait aussi sur notre site qui ont été proposés donc du coup par d'autres clients. Et ça correspond à un vrai sujet de pouvoir d'achat. Donc ça permet d'accéder d'une part d'accéder à des produits moins chers, bien sûr, de répondre à l'enjeu de recyclabilité que nos clients adressent. Et voilà, on a saisi l'opportunité de cette crise qui a complètement en fait remis en jeu les priorités et les enjeux de l'entreprise pour accélérer sur une proposition de C2C qui répond à ces deux enjeux, je dirais, d'une consommation plus responsable et d'une consommation qui permette finalement de gérer son budget au mieux. C'est une réponse à des attentes des consommateurs, on l'entend beaucoup. D'un point de vue business, l'objectif, quel est l'objectif de cette initiative? D'un point de vue business, c'est vraiment, on part du besoin et des attentes du client. Donc c'est se recentrer sur les attentes du client. Et pour nous, c'est très clairement un moyen de fidéliser nos clients en leur apportant des solutions à leurs besoins, et ça nous permet aussi d'avoir une certaine récurrence de visite sur notre site qui est importante et de rester présent à l'esprit. Donc moi je préfère en fait avoir cette récurrence en adressant un besoin réel du client qu'en devant dépenser de l'argent en publicité qui finalement ne crée pas de valeur, alors que la proposition C2C crée de la valeur pour le client.
La publicité est aussi un vrai sujet, notamment chez CB News, on suit ça d'assez près. Romain, vous avez lancé une campagne de publicité en télévision pour la première fois, je crois, de l'histoire de Greenwiz à la fin de l'été. Est-ce que ça aide finalement à faire aussi la pédagogie de ces actions ? Alors, c'était la deuxième fois. Voilà. C'était notre deuxième campagne. Bon, j'en déduis que la première n'avait pas été très réussie, puisque du coup, vous n'aviez pas dû la voir. Mais donc, c'était pas la première campagne, c'était la deuxième. Après, oui, bien sûr, la publicité, faut pas diaboliser non plus la publicité. Nous, dans notre métier, encore une fois, on a un peu ce positionnement qui est de dire, plus on vend finalement, plus on arrive à convaincre des Français et même des Européens, parce qu'aujourd'hui on est positionné un peu dans toute l'Europe, donc plus on arrive à convaincre des clients de changer leur façon de consommer, d'envisager des nouvelles manières de consommer et de comprendre, parce que c'est bien souvent un cliché contre lequel on doit lutter, c'est-à-dire les gens pensent consommer bio c'est plus cher. Alors oui, effectivement, si on prend le panier de la ménagère et qu'on met en face le même produit en bio, parfois ça peut être plus cher. Même si c'est de moins en moins vrai, mais c'est surtout que consommer bio, c'est consommer autrement. Donc c'est pour consommer, je vais utiliser plus de produits bruts, je vais plus faire de choses moi-même, donc c'est un autre mode de consommation qui lui ne coûte pas plus cher. Donc nous, plus on arrive à faire passer ce message, plus on arrive à convaincre des gens de changer leurs habitudes de conso, d'aller vers des produits bio, vers des produits plus sains, vers des manières d'envisager la consommation différentes, plus on est content. Donc un des leviers pour essayer de faire passer ce message, effectivement, c'est la publicité. Voilà, donc, oui. On fait de la publicité, on n'en a pas honte. Maintenant, on a aussi un certain nombre d'initiatives pour essayer d'aller dans le sens de cette contrainte un peu économique qu'apporte la crise. Alors, on ne s'est pas encore lancé dans le site aussi, même je trouve que c'est vraiment une excellente initiative de la part de la Redoute, mais nous, on a toujours eu ce positionnement un peu très engagé sur les prix. Donc, on continue à avoir des catégories de prix engagés qu'on met beaucoup en avant et de beaucoup discuter avec nos fournisseurs pour essayer ensemble d'être en capacité de proposer des produits vraiment pas chers pour nos clients et de rester très très accessibles pendant ces périodes de crise. Nathalie, vous, en termes de pédagogie, vous avez sur le site de la Redoute des produits qui sont très clairement estampillés Made in France. Je pense notamment à vos gammes pour la maison. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des produits qui rencontrent plus de succès qu'hier? On a beaucoup entendu dire que le Made in France avait le vent en poupe. Concrètement, est-ce que vous le vivez? Alors, oui, très clairement oui. 50% de nos meubles sont fabriqués en France et la catégorie meubles est en fort développement. Après, où est la poule et où est l'œuf? Je pense que les Français, pendant le Covid, étant restés plus longuement chez eux, se sont aussi rendus compte qu'ils avaient des besoins de réaménager leur intérieur. Donc, je ne veux pas non plus... Je pense qu'il faut... Je ne sais pas faire la part des choses pour être tout à fait transparent. C'est parce que vos canapés sont bien dessinés. Made in France connaît en fait une progression forte, liée aussi, je pense, au fait que les gens ont reconnu le fait qu'il fallait qu'ils réaménagent en partie leur intérieur. C'est donc de toute façon une motivation profonde des retailers. C'est aussi un levier, enfin je veux dire un argument de vente quasiment aujourd'hui pour qui veut acheter de façon militante. Est-ce que c'est un argument, on peut l'imaginer, de recrutement aussi important? Nathalie, la question, c'est pour moi. Pardon, oui, c'est vrai que quand on est sur un plateau, c'est plus compliqué. Romain, allez-y. Oui, alors effectivement, c'est un argument de recrutement. Plus qu'un argument de recrutement, en fait, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les générations qui arrivent sur le marché de l'emploi arrivent avec un certain nombre d'exigences nouvelles, peut-être par rapport à nos générations. Donc, effectivement, le fait de travailler soit dans une entreprise à impact, soit dans un secteur d'activité qui leur parle parce qu'ils ont l'impression que ça a un effet positif sur l'environnement ou sur la RSE au sens large, soit aussi dans une entreprise plus traditionnelle, entre guillemets, mais dont on se rend compte qu'elle prend aujourd'hui ces sujets très en considération avec beaucoup d'initiatives. Tout ça, c'est des éléments qui sont très importants aujourd'hui chez les générations qui arrivent sur le marché du travail. Donc, on n'a même pas besoin véritablement d'en faire un argument, nous, de recrutement. C'est plutôt que c'est intégré nativement par les candidats aujourd'hui et par les gens qui cherchent un emploi sur le marché du travail. J'imagine. Nathalie, vous voulez peut-être ajouter un commentaire? Oui, chez nous, c'est très clairement, en tout cas, les jeunes dans l'entreprise nous poussent à aller beaucoup plus loin sur nos engagements environnementaux. Et je pense que le fait qu'on soit une entreprise engagée, une entreprise française, qui crée de la valeur ajoutée en France, est un des arguments qui pousse les jeunes à rejoindre en fait la Redoute. Mais c'est certain qu'aujourd'hui,
les générations, les jeunes générations et les jeunes qui rentrent dans l'entreprise sont extrêmement exigeants sur ces sujets-là et nous poussent en partie, nous les vieux, entre guillemets, dans nos retranchements et nous poussent à aller beaucoup plus loin. Et c'est bien, c'est super. J'ai profité d'avoir deux vieux sur un même plateau, du coup. On a intitulé cette matinée Reboot et Bootcamp pour des raisons qu'on imagine assez facilement aujourd'hui. Quelles sont les convictions qui sont aujourd'hui encore très fortement ancrées dans votre esprit, Romain, et quels sont peut-être les doutes que vous affrontez? Par rapport à quoi? Par rapport à la situation, pour le coup, de façon un peu plus large que notre sujet RSE e-commerce par rapport au moment dans lequel on se trouve. Écoutez, c'est assez difficile de répondre à cette question parce que je me garderais bien de faire des prédictions à Nostradamus sur la manière dont les choses vont évoluer dans les prochains mois. Ça va dépendre évidemment d'un certain nombre de facteurs, dont notre capacité à résoudre définitivement ou quasi définitivement ce problème du Covid. Donc, en fonction de la durée de la crise, évidemment, la situation dans laquelle on se retrouvera sera différente. Après, ce qui est certain, c'est qu'il y a des évolutions structurelles de notre société qui sont en cours, hein, on l'a dit. Toute cette évolution vers une prise en compte plus forte de la dimension RSE, je pense qu'elle est inévitable. Elle est vraiment inévitable. Hein. Il y a une urgence, je ne veux pas jouer le militant écolo de base, mais il y a une urgence climatique qui est vraiment extrêmement forte. Et il y a aussi une urgence économique qui est extrêmement forte. Donc, encore une fois, voilà, ces grandes modifications de société, oui, on a des doutes parce qu'on se demande comment est-ce qu'on va être capable demain de répondre toujours à nos demandes de clients qui vont peut-être avoir moins de moyens, vont être plus exigeants encore sur ces sujets-là. Et en même temps, nous aussi, ça fait partie de notre mission. On se remet en cause tous les jours. Hein. Est-ce qu'on est assez exigeant? Nous, on se définit comme engagé, pas parfait. C'est un peu comme ça qu'on se définit. Donc, on sait que il y a plein de domaines dans lesquels il faut encore qu'on progresse. Donc, est-ce qu'on sera capable d'aller aussi loin que ce qu'on voudrait dans tous ces domaines-là? Voilà, ça fait partie. C'est le doute qui nous anime de manière générale en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant. C'est ça qui nous fait avancer. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à toutes ces questions, à tous ces doutes. Donc oui, il y a beaucoup d'interrogations sur l'avenir. Et puis en même temps, voilà, on est engagé, quoi. On est engagé. Donc tous les jours, on est là, on se bat et on essaie d'améliorer les choses au quotidien, peu à peu, sur ces dimensions RSE, sur la manière dont on traite nos clients, sur notre capacité à adresser des produits de plus en plus accessibles. Tout ça, voilà, c'est notre combat. Merci Romain. Nathalie, la dernière fois que j'ai lu un article vous concernant, il était titré « Nathalie Bala, celle qui ne redoute rien ». On parle de doute. Est-ce que c'est vrai? Disons que, voilà, moi, l'inconnu ne me fait pas peur. Je pense que c'est plutôt ça. Et justement, l'inconnu, moi, j'y vois plein d'opportunités. Et pour revenir à notre sujet RSE, je pense qu'avant, on opposait la RSE et la profitabilité. Et moi, j'ai toujours cru que RSE et profitabilité pouvaient être conjugués ensemble. Et je pense que cette crise qu'on est en train de traverser fait prendre conscience à bon nombre de personnes qu'on peut créer de la valeur en faisant du bien aussi pour l'environnement. Et que voilà, on va affronter des nouveaux territoires, c'est beaucoup d'inconnus, mais c'est notre rôle en tant qu'entrepreneur, en fait, voilà, d'aller sur des nouveaux territoires, de montrer que d'autres voies sont possibles, qu'on peut innover, qu'on peut travailler différemment et que c'est possible. Donc oui, dans ce sens-là, je ne redoute pas cet avenir, j'y vois plutôt plein d'opportunités. Même confiné, très bien, merci beaucoup. Et Charlotte, juste pour ajouter un dernier mot, et pour revenir au sujet de départ... Ça tombe bien, on a une minute encore. C'est sûr que le e-commerce sera à la pointe de ces démarches-là, d'amener toujours mieux, de traiter toujours mieux les clients, de leur amener toujours plus de produits, d'aller toujours plus loin dans la RSE. Voilà, c'est le RSE, le e-commerce, encore une fois, et fait partie aujourd'hui des leaders de l'économie dans ces thématiques. Il faut bien l'avoir. Oui, j'ai l'impression que dans les caricatures, on associe trop souvent le e-commerce à des pratiques douteuses en termes de RSE. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci. Frédéric, je crois qu'on va continuer cette matinée en interrogeant non plus le fond des démarches des retailers, mais la forme. Absolument.